Françoise Beton, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a un jour donné, un conseil un peu décisif, voilà, qui vous a un peu drivé, qui a fait office de, qui a rencontré un moment important? J'ai eu deux, on peut parler de, je peux en dire deux. Ouais, allez-y. Le premier, qui m'a toujours motivé, qui a été un peu moteur, c'est quand on veut, on peut. Ah, donc, classique. Donc déjà, sentence classique, ouais. Et puis après, un autre un peu plus personnel, ouais. À 17 ans, papa m'a engueulé, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle plus, mais la seule chose que je me rappelle, c'est qu'il m'a dit « tu n'es qu'une incapable ». Et ça, je peux vous dire que je me suis dit, tu vas voir si je suis une incapable. Ouais, à 17 ans, c'est vieux, c'est violent. C'est violent. 17 ans, ouais. Okay. Voilà. Sursaut ensuite. Voilà. Sursaut et ensuite, j'ai dit, je vais montrer de quoi je suis capable. Alors, je ne sais pas si j'ai montré, mais j'ai fait des choses. Oui. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Françoise Beton, communicante, fondatrice de Forbiz et accessoirement donc fille du fondateur d'Orangina, Jean-Claude Beton, qui a eu ce moment un petit peu, vous venez de nous le décrire, à 17 ans. Donc c'est une entreprise que vous avez dans le sang, puisque vous y avez travaillé après qu'elle soit acquise par le groupe Pernod Ricard. C'était au milieu des années 80. Qu'est-ce que il y a des souvenirs que vous gardez de cette époque? Donc il y a une quarantaine d'années, voilà, milieu des années 80, Orangina, Pernod Ricard. Racontez-moi. Alors, il faut que je vous raconte dans l'ordre. D'abord, je pense que j'ai de l'Orangina dans les veines et que même aujourd'hui, je pense à Orangina et je contacte les équipes d'Orangina pour en parler avec eux. Quand je suis née, papa m'a mis une petite orange dans la main. Donc déjà, la première fois qu'il m'a vue, à quelques heures, j'avais une petite orange dans la main. Donc j'ai vécu toute ma vie avec Orangina. Que ça soit quand j'étais petite, on voyait les clients, les fournisseurs, quand on partait en vacances. Quand on partait en vacances, on allait toujours visiter des clients, pas loin des usines d'Orangina. Moi, ma Madeleine de Proust, c'est les usines de concentré d'orange, puisque papa achetait des concentrés d'orange. Donc voilà, donc ça a été un peu ma jeunesse qui a été drivé d'Orangina. Papa, c'était son bébé qui l'a fait grandir. En même temps que vous, finalement. En même temps que moi, oui, tout à fait. C'était deux bébés différents qui grandissaient. Qui grandissaient ensemble. Et donc, le moment où c'est devenu, où cette aventure familiale est devenue votre job aussi, Alors, vous en souvenez? Après avoir fait une école de commerce, je suis rentrée chez Orangina. J'étais mariée à l'époque. Je dis, je vais me marier, je vais faire des enfants. Et je croise le directeur marketing d'Orangina qui me dit, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur certaines opérations, certaines choses. Je dis, pourquoi pas? Je venais de finir mes études au mois de juin et il m'a embauché au mois d'octobre. Et donc, ce n'est pas papa qui m'a embauché. Oui. Déjà, c'est le directeur marketing. Je suis rentrée comme assistante marketing. Il n'y avait pas de bureau, donc j'avais un Algeco sur le parking. Et voilà, je me suis occupée d'abord des opérations spéciales, les tournées de stations de sport d'hiver, les animations dans les discothèques. Et je travaillais 7 jours sur 7. Oui, donc vous travaillez vraiment. Et puis c'est marrant, vous dites, c'est pas papa qui m'a embauché, parce que c'est vrai, quand on est l'enfant, fille ou fils d'un fondateur comme ça d'une entreprise à succès, il y a ce côté aussi pour le regard des autres collaborateurs, ce côté fils d'eux, fille d'eux qui est. Alors, si on va sur ce terrain-là, j'en ai bavé. Je rentrais tous les soirs en pleurant parce que j'étais une femme dans un monde d'hommes, ce qui n'avait pas beaucoup. À l'époque, c'était très. J'étais une femme dans un monde d'hommes et j'étais la fille du patron. Ça fait deux trucs quand même. Je pouvais pas. Je l'appelais pas papa, je l'appelais Monsieur Beton. Tout le monde me menaçait. Attention, dis pas ça à ton père. Attention, raconte pas ça à ton père. Attention. Ça a été. Et je rentrais en larmes tous les soirs et tous les matins. Je partais très tôt. J'étais au bureau à 7h30 et j'ai dit non, je vais y arriver. Quand on veut, on peut. Et vous êtes oui, parce que finalement, on dit il faut dans ces cas-là faire ses armes, faire ses preuves soi-même, etc. Et finalement, quand on veut, on peut, machin. Vous y êtes arrivé.
suis arrivée, j'étais au comité de direction, j'ai été directrice de la communication. Après, Orangina a été vendue à Pernod Ricard. J'étais la première femme dans un comité de direction dans le groupe Pernod Ricard. J'ai eu des fonctions au sein du groupe Pernod Ricard et donc j'ai été reconnue. Mais ça n'a pas été facile. C'était le début, puisqu'en fait, j'ai commencé à travailler chez Orangina en 86-87. Et donc, c'était le début des femmes au boulot. C'était pas facile. Le début des femmes au boulot, 85-86, il y avait une publicité autour de la musique, la lambada notamment. Alors la lambada, ça a été moi. Voilà. C'est ça, j'ai bien bossé, c'est ce que j'ai vu. C'était moi. J'aimais beaucoup les émissions, les plateaux télé, et j'ai croisé chez TF1 Dominique Cancien, et Dominique un jour me dit écoute, j'ai découvert une musique qui s'appelle la lambada, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu veux pas, je pense que ça irait bien avec Orangina. Et en fait, c'était au mois d'avril-mai 89, donc un peu plus tard. Un peu plus tard, 89. Et je me rappelle, à Roland-Garros, nous étions ensemble en train d'écrire le storyboard, et c'est sorti le 21 juin. C'était complètement dans la stratégie d'Orangina, puisqu'en fait, Orangina avait une stratégie qui était le soft drink du sudisme à la sensualité pulpeuse. Oui. Donc il y avait tout, il y avait le soleil, il y avait les agrumes, les sexualité, bulles. Voilà, donc tout ça y était. Quelques nuances. Et donc ça a été un premier coup, mais un coup de maître, puisque après, dans les années 90-91, les ventes d'Orangina n'ont jamais été aussi fortes qu'à cette période-là. Et dites-moi alors, parce que là, donc on parle d'Orangina. À partir du moment où vous rentrez chez Pernod Ricard, c'est Orangina toujours, mais c'est au milieu d'une énorme maison. Est-ce qu'il y a un côté un peu... Parce que là, je vois que vous avez apporté votre livre que vous pourrez montrer à l'écran. Et évidemment, est-ce que cette marque a toujours vécu, a toujours vibré en vous Ah oui, complètement. Mais si vous voulez, la façon dont travaillait Pernod Ricard, c'est qu'en fait, il y a la holding, une petite équipe, la holding, et chaque filiale donc est autonome. Enfin, chaque filiale a sa direction propre, et donc moi j'étais dans la filiale, j'étais au comité de direction Orangina, et sachant qu'après ils m'ont donné encore d'autres fonctions au sein des fonctions centrales de Pernod Ricard, parce que j'étais une bonne négociatrice. Mais oui, Orangina est une marque emblématique française, et dans le groupe Pernod Ricard, c'était la seule marque sans alcool. Enfin, il y avait d'autres petites, et tout le monde adorait, tout le monde était autour d'Orangina, et tout le monde était curieux de connaître Orangina. Donc quand on a intégré le groupe Pernod Ricard, on était un peu la petite star dans le groupe Pernod Ricard. Oui, j'ai lu dans un article du Figaro, qui est un peu vieux, que Jean-Claude Godin, alors on va reparler de Marseille après parce qu'il y a une histoire particulière avec Marseille, mais que Godin était un fan absolu de cette boisson. Je crois même je crois qu'il y a une avenue qui porte le nom de votre papa, non? Oui, au décès de papa, on a une place Jean-Claude Botan. Tout à fait. Et monsieur Godin, pourquoi, enfin comment, donc Marseille et alors, si on reprend l'histoire du début, papa était en Algérie, mes parents étaient en Algérie, ils sont arrivés en France. Quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés à Marseille. Et donc le siège d'Orangina, le premier siège d'Orangina a été à Marseille. Ensuite, entre Marseille et Aix, sur le golfe d'Aix-les-Milles, si vous connaissez. Voilà, donc on a été là pendant un moment. Et donc Jean-Claude Godin a été pendant des années maire de Marseille. Jean-Claude Godin était un ami de papa. Jean-Claude Godin raconte dans ce film d'Arcadie, dont je vous parlerai peut-être après. Je comptais vous en parler, évidemment. Raconte qu'il a voulu que papa soit grand officier de la Légion d'honneur, et il en avait parlé au Conseil des ministres, et tout le monde a dit bien sûr, et secouez-moi. Donc en fait, Jean-Claude Godin raconte, puisqu'en fait c'était l'époque où Jean-Claude Godin était ministre de la ville, je crois. Donc Jean-Claude Godin était un ami de la famille, et dans ce film d'Arcadie, il y a une interview de certaines personnalités proches de papa, là, puisque je peux dire papa, j'hésite toujours, mais c'est Monsieur Godin, mais c'est papa quand même. Bien sûr. Et dont Jean-Claude Godin, et c'était le dernier interview avant sa mort, puisqu'il est décédé au mois de mai, et on a fait le tournage du film était au mois d'avril. Un documentaire de 52 minutes, donc d'Alexandre Arcadie, qui est sorti là. Qui est sorti
il y a un mois. En fait, Alexandre Arcadi, qui est un réalisateur de long métrage, on ne citera pas tous ses films, a fait plusieurs documentaires. Il a commencé par un documentaire sur la famille Darty. D'accord. Ouais, un deuxième sur la famille Afflelou. Et il voulait absolument faire un documentaire sur Orangina. Et son épouse était marseillaise. Elle est venue à Marseille. Elle était chez un fleuriste. Et elle voit un bouquet de fleurs. Elle demande pour qui est ce bouquet de fleurs. Et le fleuriste dit c'est pour Françoise Beton, la fille Orangina. Donc c'est comme ça qu'on a été en connexion. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure avec Alexandre Arcadi, où on a réalisé 52 minutes sur l'histoire d'Orangina et donc l'histoire de papa, d'Algérie jusqu'après, avec certaines... alors, il y a un côté assez émouvant, comme peut le faire sortir Arcadi, et puis il y a un côté très professionnel, avec Jean-Paul Goude, avec Maurice Lévy, avec pas mal de gens qui ont travaillé avec lui dans le film, avec aussi, comme je vous le disiez, Jean-Claude Godin. Alors donc vous en êtes fier, j'imagine évidemment de ce documentaire, puisque vous témoignez. On a parlé tout à l'heure donc de cette anecdote de votre papa à 17 ans, assez amusante. Il vous a transmis beaucoup, votre papa, en termes de valeurs, en termes de transmission de compétences, d'idées vers votre vision du business. Je pense que j'ai beaucoup le caractère de papa. Il m'a appris beaucoup de choses. Papa n'a jamais été un pédagogue, mais de le voir travailler. Voilà, Il vous a appris des tas de choses à son insu, entre guillemets, dans le sens où c'est vous qui observiez. Qui observait. Papa était quelqu'un qui adorait les gens, qui plaisantait, était un bon relation publique, quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui négociait bien. Et donc, tout ça, j'ai appris à côté de lui. Ouais. Vous assistiez à des scènes, quand à la maison, je sais pas, à des repas, à des déjeuners, des dîners où il y avait des invités. Vous le voyez agir. Je le voyais agir et je me disais, mais plusieurs fois j'étais étonnée. Je dis, mais enfin, pourquoi il réagit pas comme ça? Il est quand même, il prend du recul. Enfin bon, je me suis fait quand même pas mal de remarques en le voyant, mais et puis c'est vrai qu'il disait pas tout, mais il a écrit un certain nombre de livres sur l'histoire de sa petite bouteille ronde et du démarrage, où il y a pas mal d'anecdotes que j'ai découvert aussi. Ah oui, la bouteille ronde, en effet, ça fait partie du... la petite bouteille ronde, c'est lui qui l'a dessinée. Il n'y avait pas de direction marketing à l'époque. Il a dessiné la petite bouteille ronde. Il a été voir Bernard Vinoux pour la fiche. Une texture, je me souviens, gamin, une texture très particulière. Avec de la pulpe. Ouais, c'est ça. Avec de la pulpe, il faut secouer, parce que sinon la pulpe, elle reste en bas. Vous avez travaillé aussi dans le vin, oui, parce qu'en fait, papa avait une propriété viticole et un beau jour, il était fatigué. Il m'a dit, écoute, j'en peux plus, tiens les clés, débrouille-toi. Mais alors, comme ça. Donc, droit. Voilà, comme ça. Donc, je ne buvais pas d'alcool. J'étais dans l'Orangina et dans les sans-alcool toute ma vie. Mais vous avez quand même un peu donc la vigne et donc, je me suis mis, ça a été 10 années passionnantes, parce que c'est vraiment un très beau métier. Et c'est un métier compliqué, mais passionnant. Et aujourd'hui, votre métier, alors Françoise Beton, au-delà de ce documentaire, parce qu'évidemment, Orangina, fierté française, etc. Comment vous partagez votre temps aujourd'hui, votre temps professionnel? On parlait tout à l'heure des années 80 et donc le début du travail des femmes, c'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, vous, votre... j'ai travaillé chez Orangina pendant 20 ans, j'ai travaillé chez Pernod Ricard pendant 10 ans. Maintenant, pas chez Pernod Ricard, dans cette propriété viticole, j'ai eu cette propriété viticole pendant 10 ans. J'ai une boîte de conseil en com actuellement. Et donc, voilà, donc je fais du conseil en communication. Et j'ai aussi quelques associations qui me tiennent à cœur. Une qui s'appelle les Marseillais de Paris, puisque je suis une Marseillaise qui vit à Paris. Alors la mode, c'est plutôt l'inverse souvent. C'est les Parisiens de Marseille. Oui, parce que c'est une petite anecdote qui est assez sympathique. Je vivais à Marseille, mais j'étais à Paris en tant que DIRCOM d'Orangina. J'étais à Paris tout le temps et je voyageais beaucoup. Et quand j'étais dans des dîners à Paris, on me disait, mais j'osais pas dire que j'étais Marseillaise, je disais que j'étais à Aix. Et après, quand j'ai dit que j'étais Marseillaise, on me dit, tu peux sortir le soir. Et maintenant, quand je dis je suis Marseillaise, on me dit, trop de chance, je veux connaître aussi, je veux y aller. Donc, si vous voulez, en quelques années, il y a eu l'évolution de cette ville de Marseille que j'aime beaucoup, mais bon, je vis quand même à Paris. Merci Françoise Beton, merci infiniment d'être venue sur ce plateau. Merci à vous, Quentin. À très bientôt. À bientôt.